La pauvre femme de ménage a payé le billet de bus d'un inconnu. Mais une semaine plus tard, une voiture de luxe s'est arrêtée devant chez elle. Camille Laurent vivait dans un quartier tranquille, mais modeste de la périphérie nord de Marseille. Une zone où les immeubles n'étaient ni délabrés ni flamboyants, mais portaient sur leur façade les traces des années passées. Elle avait 36 ans, des yeux noisettes toujours un peu cernés, un chignon qu'elle refaisait mécaniquement chaque matin et des mains abîmées par les produits de nettoyage. Son appartement, au 2e étage d'un immeuble sans ascenseur, était petit, mais impeccable. Chaque coin brillait d'un éclat discret, fruit d'une discipline qu'elle s'imposait sans jamais se plaindre. Camille travaillait comme femme de ménage dans plusieurs petits cabinets médicaux et bureaux disséminés dans la ville. Elle se levait tous les jours à 5 heures du matin, préparait un petit déjeuner simple, tartines, un verre de lait, parfois un fruit quand le budget le permettait, puis réveillait son fils Théo, âgé de 8 ans. Elle l'habillait, vérifiait son cartable et le déposait à l'école avant de courir vers le premier arrêt de bus. Son quotidien était chronométré au détail près. Chaque minute comptait. Elle avait calculé les trajets, les temps de correspondance, les pauses, tout cela pour jongler entre ses différents contrats. Les fins de mois étaient toujours une équation serrée, mais elle s'en sortait, grâce à une rigueur presque militaire. Les extras, comme un jouet pour Théo ou un dessert en plus, étaient rares et planifiés. Pourtant, jamais elle ne laissait transparaître l'inquiétude. À ses yeux, son rôle était de maintenir la stabilité pour Théo, de lui offrir une enfance aussi normale que possible, malgré les circonstances. Camille n'avait pas de famille proche. Les grands-parents de Théo étaient décédés, et le père de l'enfant avait disparu avant même la naissance. Elle n'avait plus de nouvelles de lui depuis bientôt 9 ans. Elle n'en parlait jamais. Elle préférait se concentrer sur le présent, son travail, son fils et les tâches du quotidien. Elle n'attendait rien de personne, ni compassion, ni miracle. Elle avançait simplement comme elle l'avait toujours fait. Ce matin-là, le ciel était couvert et une fine bruine tombait sur les trottoirs. Camille, vêtue de son imperméable vert foncé et tenant un parapluie noir légèrement déchiré sur un côté, marchait à pas rapide jusqu'à l'arrêt de bus. Le sol était glissant, mais elle connaissait chaque fissure du trottoir, chaque plaque d'égout traîtresse. Arrivée au point d'arrêt, elle salua d'un signe de tête les visages familiers. Une vieille dame avec son chariot à roulettes, un adolescent casque vissé sur les oreilles et un jeune homme au regard vide qu'elle croisait depuis quelques semaines. Alors qu'elle vérifiait l'heure sur son vieux téléphone à écran fissuré, un homme apparut à quelques mètres, visiblement essoufflé. Il semblait mal à l'aise, tournait sur lui-même, fouillait nerveusement les poches de son manteau. Camille le remarqua sans vraiment y prêter attention au début. Elle s'accrochait à ses habitudes, à cette routine qui, aussi banale soit-elle, représentait une forme de sécurité. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Peut-être était-ce l'expression dans les yeux de l'homme, un mélange d'angoisse et de désespoir discret, ou simplement l'instinct d'une femme habituée à observer sans juger. Elle le regarda plus longuement, intriguée malgré elle. Il n'avait pas l'air d'un sans-abri ni d'un fauteur de troubles. Son manteau, bien que froissé, semblait de bonne qualité, et ses chaussures, bien que mouillées, n'étaient pas usées. Camille détourna les yeux quand le bus arriva au coin de la rue. Elle serra son sac contre elle, prête à monter, déjà en train de calculer mentalement les étapes de sa matinée. Mais elle ne savait pas encore que cette journée, pourtant semblable à toutes les autres, allait dévier de sa trajectoire habituelle. Elle ignorait encore qu'un simple geste allait ébranler les fondations mêmes de son existence discrète. Ce n'était qu'un mardi ordinaire à Marseille, un jour banal, une routine familière, un trajet répété 100 fois. Et pourtant, au fond d'elle, un pressentiment étrange se faisait sentir, comme si le vent marin avait apporté avec lui un changement silencieux. Elle inspira profondément, observant les gouttes de pluie glisser sur la vitre du bus. Derrière elle, l'homme au regard perdu hésitait encore à franchir le pas, et la roue du destin, elle, venait tout juste de commencer à tourner. Camille venait à peine de poser un pied dans le bus que l'homme l'interpella d'une voix tendue, presque honteuse. Elle se retourna. Il se tenait là, les cheveux en bataille, le visage ruisselant sous la pluie fine, les mains tremblantes. Il avait la trentaine, la barbe de quelques jours et des yeux qui trahissaient la fatigue autant que l'inquiétude. Il bredouilla « Excusez-moi, madame, je suis désolé de vous déranger, mais
J'ai perdu mon portefeuille ce matin. Je dois absolument me rendre à une entrevue. C'est important. Et je n'ai pas de quoi payer le ticket. » Il ne tendait pas la main. Il ne suppliait pas. Il expliquait. Camille sentit d'abord une légère méfiance, un réflexe instinctif forgé par des années de prudence. Mais il n'y avait ni manipulation ni exagération dans son regard. Seulement cette peur nue de rater quelque chose d'essentiel. Elle jeta un coup d'œil vers le chauffeur qui commençait à s'impatienter. Les autres passagers la regardaient, certains curieux, d'autres agacés. Camille sentit son cœur battre un peu plus fort, non pas par crainte mais à cause de cette urgence qu'elle lisait dans les traits de l'homme. Sans réfléchir davantage, elle ouvrit son petit portefeuille usé, sortit une carte et valida un deuxième ticket avec son passe mensuel. « Montez », dit-elle calmement en lui tendant le bras. « Je paie votre passage. » L'homme la fixa, éberlué. Il resta un instant immobile, comme s'il ne croyait pas à ce geste. Puis il hocha la tête, murmura un « merci » de tout cœur, à peine audible, et monta dans le bus à sa suite. Il ne tenta pas de s'asseoir à côté d'elle. Il alla plutôt s'installer près de la porte arrière, le regard tourné vers la vitre embuée. Camille s'assit à sa place habituelle, en silence. Le bus démarra. Pendant les 20 minutes suivantes, elle n'y pensa presque plus. Son esprit repartit vers ses obligations, les sols à récurer, les produits à mélanger, les horaires à respecter. Et pourtant, une petite voix dans sa tête, persistante, continuait à lui rappeler l'expression sur le visage de cet inconnu. Une peur authentique, une urgence sincère et un soulagement qui avait transpercé sa voix quand elle avait dit oui. Elle descendit quelques arrêts plus loin. Comme toujours, elle pressa le pas jusqu'au premier bureau où elle travaillait, salua la réceptionniste d'un signe de tête et commença sa tâche sans un mot. Ses collègues habituels n'étaient pas encore arrivés et la solitude du matin lui permit de réfléchir. Elle ne savait rien de cet homme, pas son nom, pas sa destination, pas son histoire, seulement qu'il avait dit la vérité, ou du moins ce qu'elle croyait en être. L'après-midi, en passant devant la vitrine d'un café, elle se surprit à chercher son reflet, ou peut-être celui de l'homme. Rien. Juste son propre visage, mouillé par une nouvelle ondée, fatigué comme toujours. Le reste de la journée passa sans incident, rythmé par les tâches répétitives, désinfectées, dépoussiérées, organisées. Quand elle alla chercher Théo à l'école, il lui sauta dans les bras, joyeux comme tous les jours. « Maman, il y avait une marionnette aujourd'hui. Et elle a fait un dragon qui crache du feu. » Elle sourit. Son fils était le centre de sa vie. Rien ne la faisait plus vibrer que le son de sa voix. Elle l'écouta raconter son après-midi, tout en pensant, au fond de son esprit, à l'homme du matin. Où était-il maintenant? Avait-il réussi à arriver à temps? L'entrevue s'était-elle bien déroulée? Le soir venu, après le dîner, elle étendit le linge sur le petit balcon et s'assit un instant près de la fenêtre. Elle regardait les lumières de la rue, le passage irrégulier des voitures, les volets qui se fermaient. Ce geste du matin, elle ne le regrettait pas. Elle n'avait pas beaucoup, mais elle savait ce que c'était que d'être seule, sans solution. Elle connaissait trop bien ce sentiment de se heurter à l'indifférence du monde, et pourtant, elle ne s'attendait pas à quoi que ce soit. Elle n'attendait jamais rien en retour. Elle avait simplement tendu la main une fois, sans réfléchir, sans calcul. Et ce geste, qu'elle croyait anodin, allait bientôt bouleverser sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Les jours passèrent avec leur cortège habituel de réveils précoces, de trajets en bus, de lessives, de repas simples et de soirées passées à aider Théo avec ses devoirs. Marcella continuait de respirer au rythme du quotidien de ses habitants et pour Camille, tout semblait être rentré dans l'ordre. Le souvenir de l'homme du bus, bien que toujours présent, s'estompait peu à peu sous le poids des responsabilités. Elle ne s'attendait pas à recevoir des nouvelles de lui. En réalité, elle n'avait même pas pensé à demander son nom. Ce qu'elle avait fait, elle l'avait fait sans arrière-pensée. Ce n'était ni une dette, ni une attente. Mais il restait en elle une sensation étrange, comme une porte entr'ouverte dans un couloir qu'elle croyait avoir exploré entièrement. Une possibilité qu'elle n'osait nommer, un mystère suspendu dans l'air. Parfois, alors qu'elle attendait son bus, elle jetait un regard autour d'elle, comme si elle espérait vaguement revoir ce visage perdu sous la pluie. Rien. Le même vieil homme, avec sa casquette, la mère débordée avec sa poussette, le lycéen toujours plongé dans son téléphone. L'homme n'était plus là. Il avait disparu aussi vite qu'il était apparu.
Une nuit, alors qu'elle veillait tard pour repasser les chemises de Théo, elle se surprit à imaginer l'issue de cette fameuse entrevue. Avait-il obtenu le poste? Était-ce un emploi qui pouvait changer sa vie? Avait-il une famille, un endroit où retourner? Elle ne savait rien de lui, mais son esprit construisait des scénarios. C'était peut-être un ingénieur en reconversion, un ancien cadre tombé en disgrâce, un rêveur en quête d'une seconde chance. Peu importait au fond. Ce qui l'avait marqué, c'était l'expression dans ses yeux. Ce besoin de croire que quelqu'un un jour dirait simplement « Je peux vous aider ». Camille ne partagea rien de tout cela avec Théo. Pour lui, sa maman était un roc, un pilier de constance. Elle préférait que son fils la voie comme forte et tranquille, même si au fond d'elle, 1000 pensées tourbillonnaient. Elle ne voulait pas lui montrer ses doutes, ni ses curiosités. Elle n'avait jamais eu le luxe de se laisser distraire. Le samedi suivant, alors qu'elle faisait ses courses au marché du quartier, elle crut entendre un homme prononcer un « merci de tout cœur » à une marchande. Elle se retourna vivement, mais ce n'était pas lui. Une autre silhouette, une autre voix. Elle sourit malgré elle, un peu déçue. Elle ne comprenait pas pourquoi ce souvenir lui restait si vif. Peut-être parce qu'il représentait un moment de rupture dans son train-train, un instant où elle avait été autre chose qu'une femme invisible dans la foule. Le soir même, en nettoyant la petite cuisine, elle repensa à une phrase que sa grand-mère lui répétait souvent. « Le bien qu'on fait revient toujours, mais jamais comme on l'attend. » Elle avait alors haussé les épaules, poursuivant son ménage sans y prêter plus d'attention. Mais ce soir-là, ces mots résonnaient différemment. Ils flottaient dans sa tête comme une mélodie oubliée, réveillée par hasard. Une semaine entière s'écoula sans que rien ne vienne troubler le quotidien. Camille cessa peu à peu de guetter l'inattendu. Elle retourna à sa routine avec la même précision, rangeant au fond de sa mémoire cet épisode fugace. C'était un souvenir de plus, une histoire comme tant d'autres, peut-être pas si différente d'un rêve éveillé. Et pourtant, au fond d'elle, quelque chose avait changé. Ce n'était pas un bouleversement brutal, mais une infime ouverture, comme une graine plantée sans qu'on s'en rende compte. Elle avait tendu la main sans rien espérer, et maintenant, même en l'absence de réponse, ce simple geste semblait vibrer encore dans l'air autour d'elle. Elle l'ignorait, mais la vie silencieusement était déjà en train de se réorganiser autour de ce minuscule point de bascule. C'était un mardi matin comme les autres. Le ciel était dégagé, le vent doux faisait frissonner les feuilles des platanes, et Camille, agenouillée devant le petit portillon de sa maison, balayait les feuilles mortes tombées dans la nuit. Théo était déjà à l'école, et elle profitait de quelques instants de calme avant de partir vers son premier lieu de travail. Elle aimait ce moment de silence, juste après avoir bouclé le sac de son fils et refermé la porte. C'était un court répit entre le tumulte intérieur et le monde extérieur. Alors qu'elle amassait les feuilles en petits tas soignés, un bruit de moteur attira son attention. Dans leur rue, il était rare d'entendre autre chose que le cliquetis fatigué des vieilles voitures de voisins. Mais ce bruit-là était plus profond, plus feutré, presque élégant. Elle se redressa lentement, tenant toujours son balai entre les mains. En bas de la rue, un véhicule noir et brillant remontait lentement la pente. La voiture, imposante mais discrète, avançait comme si elle savait exactement où aller. Camille plissa les yeux. Elle ne connaissait rien aux marques de luxe, mais il était évident que ce n'était pas une voiture ordinaire. Les vitres teintées dissimulaient l'intérieur, et sa carrosserie impeccable reflétait les maisons modestes du quartier comme un miroir inattendu. Elle sentit son cœur battre un peu plus vite, sans comprendre pourquoi. Le véhicule ralentit, puis s'arrêta net juste devant chez elle. Le moteur ronronna encore quelques secondes avant de s'éteindre. Le silence retomba. Camille recula d'un pas. Elle essuya machinalement ses mains sur son tablier, confuse. Elle pensa un instant qu'il s'agissait d'une erreur, peut-être un GPS capricieux, peut-être quelqu'un venu chercher un voisin. Mais la portière du conducteur s'ouvrit. Un homme en costume sombre, aux gestes mesurés, descendit de la voiture. Il n'était ni jeune ni vieux, mais dégageait une assurance que Camille associa immédiatement au monde des gens riches, ce monde auquel elle n'avait jamais appartenu. Il tenait un objet rectangulaire à la main, soigneusement protégé par une enveloppe épaisse de couleur ivoire. Il s'approcha, ses chaussures élégantes claquant doucement sur le bitume. Arrivé au niveau du petit portail, il s'arrêta et s'inclina légèrement. « Madame Camille Laurent ». Elle hocha la tête, figée. « Ceci est pour vous. »
Il lui tendit l'enveloppe avec délicatesse, comme s'il manipulait quelque chose de précieux. Camille la prit, hésitante, les doigts soudain moites. L'homme fit un pas en arrière, inclina la tête une seconde fois, puis retourna tranquillement vers sa voiture. En moins d'1 minute, le moteur fut rallumé, et le véhicule fit demi-tour avec une précision irréprochable avant de disparaître au bout de la rue. Camille resta là, debout, l'enveloppe dans les mains, le balai tombé à ses pieds. Elle ne comprenait rien. Elle retourna lentement à l'intérieur, ferma la porte et s'assit à la table de la cuisine. L'enveloppe était lourde, de papier épais, sans nom apparent, mais avec une odeur discrète de lavande et d'encre. Elle l'ouvrit avec précaution, presque à contre-cœur, comme si elle redoutait ce qu'elle allait y trouver. À l'intérieur, une lettre manuscrite au papier crème et aux bordures dorées. L'écriture était nette, élégante, presque calligraphiée. Elle lut « Chère Madame Laurent, il y a des rencontres qui, bien que brèves, laissent une empreinte profonde. Il y a 1 semaine, vous avez tendu la main à un inconnu dans un moment crucial. Ce geste, vous l'avez accompli sans attendre ni gratitude ni retour. Et pourtant, il a changé beaucoup de choses. J'aimerais vous remercier en personne. Vous êtes cordialement invité à un dîner en mon honneur à l'Hôtel de Ville de Paris, ce samedi soir. Vous trouverez 2 billets de train aller-retour ainsi qu'un hébergement prévu pour vous et votre fils. Avec toute ma reconnaissance, Julien Renaud. Camille resta un long moment sans bouger. Le nom résonnait en elle comme un écho familier. Elle l'avait vu quelque part, peut-être dans un article, à la télévision. Elle fouilla dans l'enveloppe, 2 billets de train à grande vitesse, départ vendredi soir, retour dimanche. Elle relut la lettre plusieurs fois, incapable de croire ce qu'elle tenait entre les mains. Julien Renaud, le nom d'un homme que le monde semblait déjà connaître, mais qu'elle ne savait pas encore avoir croisé. Camille relut la lettre une 5e fois, les doigts tremblants, les pensées embrouillées. L'encre noire dansait devant ses yeux. Julien Renaud. Le nom ne lui était pas inconnu. Elle le revoyait en une d'un journal laissé sur un banc, dans la salle d'attente d'un cabinet où elle travaillait. Julien Renaud, la révélation française de la tech verte. Un jeune entrepreneur à la tête d'une start-up spécialisée dans les énergies renouvelables, adulé par les médias pour son ascension fulgurante et son style discret. Elle resta assise un long moment à la table, les billets posés devant elle comme 2 objets étrangers. Partir à Paris. Séjourner dans un hôtel payé pour elle. Dîner dans un lieu prestigieux. Cela semblait si éloigné de son quotidien qu'elle crut un instant à une plaisanterie ou à une erreur. Mais tout dans cette enveloppe respirait l'authenticité, le papier, l'écriture, la ponctualité de la livraison. Et puis, il y avait ce souvenir, ce regard perdu, cette voix haletante. L'homme du bus. Elle avait payé sa place. Il lui avait dit merci. Était-ce vraiment lui? Cela semblait insensé. Et pourtant, le timing, l'adresse, l'absence d'autres explications, tout pointait vers lui. Théo rentra de l'école en courant. Il déposa son sac dans l'entrée et raconta son après-midi avec la même énergie habituelle. Camille l'écouta d'une oreille distraite, encore engluée dans le tourbillon de l'invitation. Ce n'est qu'au moment du repas qu'elle décida d'aborder le sujet. « Théo, tu sais ce qu'est Paris ?» Il leva les yeux, curieux. « C'est là qu'il y a la tour Eiffel, non ?»« Oui. Tu aimerais y aller, si on avait l'occasion. » Il hocha la tête vivement, un large sourire aux lèvres. « Oh oui, on pourrait monter tout en haut ?» Elle sourit faiblement. Peut-être. Elle ne voulait pas lui donner de faux espoirs, ni lui transmettre ses propres doutes. Après l'avoir couché, elle s'assit à nouveau à la table, la lettre entre les mains. Devait-elle y aller? Tout en elle résistait à l'idée de bouleverser sa routine. Ce monde-là n'était pas le sien. Elle se voyait déjà dans un hall somptueux, perdue au milieu des costumes, des conversations brillantes et des visages impeccables. Elle, avec ses vêtements simples, ses chaussures usées et son accent chantant du Sud. Mais au fond, une autre voix, plus discrète, murmurait « Et pourquoi pas ?» Était-ce de la curiosité, du besoin de comprendre, ou simplement l'envie, une seule fois, de ne pas dire non à l'inattendu? Elle ne dormit presque pas cette nuit-là. Le lendemain, elle posa la question à sa voisine, une retraitée bienveillante qui gardait parfois Théo quand elle travaillait tard. Celle-ci écarquilla les yeux en entendant l'histoire. « Tu rigoles? Tu dois y aller, même si c'est juste pour voir de quoi il s'agit. Et puis, Théo ne va jamais oublier un voyage comme ça. » Camille sourit timidement. «
L'enthousiasme de la vieille dame lui donnait du courage. Elle décida alors de préparer une petite valise. 2 pantalons, 2 chemises, une robe propre qu'elle n'avait pas mise depuis des années, et les baskets les moins abîmées. Pour Théo, quelques vêtements bien pliés et son doudou préféré. Elle n'avait pas de valise élégante, juste un vieux sac à roulettes, mais elle le nettoya soigneusement. Vendredi soir, à la gare Saint-Charles, elle tenait Théo par la main. Il sautillait d'excitation. Elle, en revanche, était tendue, presque raide, les yeux fixés sur le quai. Lorsque le train arriva, imposant et majestueux, elle sentit un frisson lui traverser la colonne vertébrale. C'était comme passer une frontière invisible. Le trajet se déroula dans un silence relatif. Théo collait son nez à la vitre, fasciné par la vitesse. Camille, elle, observait les autres passagers, cadres dynamiques, touristes élégants, étudiants fatigués. Elle se sentait différente, en décalage, mais étrangement sereine. À leur arrivée à Paris, un chauffeur les attendait avec une pancarte. Il parlait peu mais avec politesse. Il les conduisit jusqu'à un petit hôtel discret près de l'hôtel de ville où une chambre les attendait. Camille n'en croyait pas ses yeux. Un lit douillet, une salle de bain en marbre, des serviettes pliées en éventail. Le lendemain soir, vêtue de sa robe repassée, elle prit un taxi avec Théo. En approchant de l'hôtel de ville illuminé, elle sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine. Ce lieu semblait sortir d'un rêve. Grandes colonnes, lustres éclatants, tapis rouge déroulé jusqu'à l'entrée. Elle serra la main de Théo, tremblante. À l'intérieur, un hôte les guida jusqu'à une salle plus intime, décorée avec goût. Et là, au fond de la pièce, debout près d'une table dressée, un homme se leva à leur approche. Il avait changé. Bien coiffé, vêtu d'un costume sobre mais coûteux, il dégageait une présence assurée. Mais ses yeux étaient les mêmes. « Camille, dit-il en s'avançant, je suis Julien Renaud, l'homme du bus. » Camille sentit ses jambes vaciller un instant. Elle n'aurait su dire si c'était la fatigue, le stress du voyage ou simplement la surprise de voir confirmer cette intuition qui lui avait semblé si improbable. Julien Renaud, le jeune magnate de la technologie verte, l'homme dont on parlait dans les magazines économiques, était bel et bien le même homme qu'elle avait aidé, trempé et perdu, à un arrêt de bus de Marseille. Julien s'approcha avec une douceur presque solennelle. Il n'avait rien de l'arrogance que Camille s'attendait à rencontrer chez un homme de son rang. Il avait la voix calme, posée, presque fragile. « Vous m'avez tendu la main sans me demander qui j'étais, sans attendre rien en retour. Ce geste m'a bouleversé plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Camille, encore figée, lança un regard discret vers Théo, qui observait la scène en silence, tenant toujours sa main. « J'ai simplement fait ce que je pensais juste, murmura-t-elle. N'importe qui aurait pu... » « Non, la coupa-t-il doucement. « Justement, non. Je suis passé devant tant de visages fermés ce jour-là. Personne n'a levé les yeux. Personne ne m'a écouté. Sauf vous. » Il l'invita à s'asseoir. La pièce où il se trouvait était privée, à l'écart de la grande réception que Camille pouvait apercevoir à travers une porte entr'ouverte. Là-bas, des rires, des verres qui s'entrechoquent, des conversations feutrées. Mais ici, tout semblait suspendu, intime. Un serveur apporta des jus de fruits pour Théo et un plateau de douceur française. L'enfant, à l'aise comme toujours dans les endroits nouveaux, s'installa sagement, grignotant avec gourmandise tout en écoutant les adultes d'un air curieux. Julien prit place en face de Camille et pour la première fois depuis leur rencontre, ils purent réellement se regarder. Elle vit dans ses yeux un mélange de fatigue et de gratitude, comme si ces derniers jours avaient été aussi agités pour lui que pour elle. « J'avais une entrevue capitale ce matin-là, » reprit-il, avec un investisseur étranger. Je devais convaincre ce type de financer la dernière phase de mon projet. Sans cette entrevue, ma start-up était finie. Il me restait rien. Plus d'argent, plus d'options. Et j'ai perdu mon portefeuille. J'étais prêt à tout abandonner. Il se pencha légèrement vers elle, les mains jointes. Et puis vous êtes arrivés. Simplement. Vous avez payé ce ticket et je suis monté dans ce bus. J'ai pu arriver à temps. L'entretien s'est bien passé. Très bien même. L'homme a signé un accord de 15 millions d'euros. Et tout a changé du jour au lendemain. Camille ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. 15 millions d'euros. Ces mots sonnaient comme une autre langue. Elle ne savait pas si elle devait se réjouir ou s'inquiéter de faire partie de cette histoire désormais. Julien sourit doucement. « Je ne suis pas ici pour vous impressionner avec des chiffres.
Je suis ici parce que, dans cette vie où tout va trop vite, votre geste m'a ramené à quelque chose de fondamental, l'humanité, la bonté pure, et je refuse de laisser ça passer comme une simple anecdote. » Il fit une pause, puis ajouta « Je veux vous remercier, mais pas seulement avec des mots, pas avec un chèque non plus. Je veux vous offrir une autre voie, un projet. » Camille fronça légèrement les sourcils. « Un projet? Oui, quelque chose de plus grand que nous deux. Mais je ne veux pas vous effrayer. Ce soir, je voulais surtout vous revoir, vous regarder en face et vous dire merci de tout cœur. » Le reste du dîner se déroula dans une atmosphère douce, presque irréelle. Ils parlèrent de Marseille, de Théo, de la vie de Camille. Elle se dévoila avec prudence, mais sans gêne. Julien l'écoutait attentivement, comme si chaque mot comptait. Il évita de parler de lui-même, sauf lorsqu'elle posait des questions. Elle apprit qu'il avait grandi dans plusieurs foyers, qu'il avait dû apprendre très jeune à se débrouiller seul, et que cette réussite soudaine n'effaçait pas les cicatrices laissées par l'abandon. Lorsque le dîner s'acheva, Julien les accompagna jusqu'au hall de l'hôtel où ils logeaient. Avant de partir, il lui tendit une enveloppe plus fine que la première. À l'intérieur, vous trouverez une description du projet dont je vous ai parlé et mes coordonnées personnelles. Prenez le temps d'y réfléchir. Je ne suis pas pressé. Ce que vous m'avez offert mérite d'être rendu avec le même soin. » Camille hocha la tête, incapable de répondre. Julien lui serra la main, un geste simple, sincère. Puis il se pencha, salua Théo d'un clin d'œil complice et s'éloigna dans la nuit parisienne. Camille resta un moment devant l'entrée de l'hôtel, l'enveloppe à la main, le cœur agité. Elle ne savait pas encore ce que contenait exactement cette proposition. Mais une chose était certaine, sa vie venait, pour la seconde fois en une semaine, de basculer sans qu'elle ne l'ait demandé. De retour dans la chambre d'hôtel, alors que Théo dormait déjà, profondément enfoui sous la couette blanche, Camille s'assit au bord du lit, l'enveloppe entre les mains. Elle la tourna lentement, l'observant comme si elle était vivante. Elle n'était pas particulièrement épaisse, mais sa présence semblait peser dans l'air, comme un choix suspendu, une ouverture, une promesse. Elle l'ouvrit finalement, avec prudence. À l'intérieur, plusieurs feuilles soigneusement agrafées, un document imprimé accompagné d'une courte note manuscrite. L'écriture de Julien, fine et claire. « Camille, voici le projet dont je vous ai parlé. Prenez le temps de lire. Je ne vous demande rien, si ce n'est d'y réfléchir avec le même cœur que celui que vous aviez à l'arrêt de bus. » Le document décrivait une initiative sociale d'envergure portée par sa fondation récente, un programme d'insertion professionnelle et de réinsertion sociale destiné exclusivement aux femmes en situation de précarité. Le projet nommé Élan solidaire visait à créer des espaces d'accueil, de formation et d'emploi pour celles qui, comme Camille, avaient été ignorées trop longtemps par le système. Mais ce n'était pas tout. Une section entière était dédiée à un sous-programme pilote intitulé Le Pari de Camille, un hommage clair, direct à son geste. Il ne s'agissait pas d'un simple nom symbolique. Julien voulait que Camille en soit la cofondatrice, la figure de référence, l'inspiration vivante. Il expliquait vouloir bâtir avec elle, en s'appuyant sur son expérience de terrain, sa dignité silencieuse, son regard sur la réalité. Le poste proposé était audacieux, conseillère en développement communautaire, avec un salaire fixe confortable, une formation complète prise en charge, un logement à Paris et une école privée partenaire pour accueillir Théo gratuitement. Il ne s'agissait pas d'un cadeau, mais d'une mission, un changement de vie radical et immédiat. Camille relut le dossier plusieurs fois. Chaque phrase semblait irréelle. Elle devenir un pilier d'un projet porté par un entrepreneur mondialement reconnu? Elle, la femme de ménage discrète, au tablier encore taché de javel, au dos fatigué par des années de travail sans répit? L'absurdité de l'idée se heurtait à une évidence insidieuse. Julien croyait en elle. Au matin, dans le train du retour, elle ne dit pas un mot du projet à Théo. Elle avait besoin de réfléchir seule, de retrouver ses repères. Marseille, vue depuis le hublot, lui parut plus grise, plus étriquée. Mais en descendant sur le quai familier, elle se sentit apaisée. Elle connaissait cette ville. Elle savait marcher sur ses trottoirs sans craindre de se perdre. Le dimanche soir, elle rangea l'enveloppe dans le tiroir de sa table de chevet et tenta de reprendre sa routine. Mais dès le lundi, chaque geste quotidien portait une nouvelle dimension. La vadrouille qui grattait le sol résonnait différemment. Les visages fatigués des secrétaires, les remarques distraites des médecins, tout lui paraissait figé,
comme si elle venait de quitter une autre réalité. En fin de semaine, elle reçut un appel de Julien. Sa voix, toujours posée, était cette fois plus retenue. « Je ne veux pas vous brusquer, Camille. Je sais ce que je vous propose. Mais je tenais à vous dire que ce projet ne peut pas exister sans vous. Je peux embaucher des experts, oui. Mais l'âme du projet, c'est vous. » Camille inspira profondément. « Je ne suis pas certaine d'avoir les compétences. Ce que vous avez fait ce jour-là ne peut pas être enseigné. Le reste, nous vous l'apprendrons. Vous serez accompagné à chaque étape. Et vous ne serez jamais seul. » Un silence. Puis Julien ajouta « Si vous acceptez, nous commençons dans 2 semaines. Si vous refusez, je comprendrai. Mais sachez que, quoi qu'il arrive, je vous dois beaucoup plus que ce que je pourrais jamais rendre. » Camille ne répondit pas tout de suite. Elle raccrocha avec respect, mais le cœur battant. Ce soir-là, elle s'allongea près de Théo, qui dormait déjà. Elle caressa ses cheveux avec tendresse. L'avenir qu'elle avait toujours vu comme une ligne droite se transformait devant elle en une route pleine de bifurcations. Et à présent, elle devait choisir, pas seulement pour elle, pour eux deux. Camille passa les jours suivants dans une brume silencieuse, partagée entre l'émerveillement et la peur. L'offre de Julien ne quittait jamais ses pensées. Le matin, en préparant le petit déjeuner de Théo, elle se surprenait à imaginer leur vie à Paris. En frottant les sols des bureaux, elle se demandait si ses mains connaîtraient un jour autre chose que la rugosité des balais. Et le soir, quand elle bordait son fils, elle l'observait dormir en se posant 1000 questions qu'elle n'avait jamais osé envisager. Elle en parla d'abord à personne. C'était trop grand, trop irréel. Dans son quartier, les rêves n'étaient pas monnaie courante. Les gens survivaient, s'arrangeaient, se contentaient. Et elle, depuis 8 ans, s'était toujours adaptée. Elle n'avait jamais demandé plus que le nécessaire. Mais un soir, alors qu'elle attendait le bus pour rentrer, elle aperçut son reflet dans une vitrine. Elle s'y vit comme si c'était la première fois. Une femme droite, forte, mais éteinte. Elle avait traversé des tempêtes, levé son fils seul, accepté chaque sacrifice sans broncher. Mais aujourd'hui, une porte s'ouvrait, et elle hésitait. Elle finit par en parler à Fatima, sa voisine et confidente depuis des années. Elle partageait la même cage d'escalier, les mêmes galères, les mêmes silences. C'est pas une proposition, Camille, c'est une chance. Il croit en toi. Pourquoi tu doutes encore? Camille baissa les yeux. Parce que j'ai toujours appris à me méfier. Les promesses, les projets, tout ça. Ça va, ça vient. Et puis, qui suis-je, moi, pour aller vivre à Paris? Pour travailler avec un homme comme lui? Fatima haussa les épaules. T'es une mère qui s'est toujours battue. Et si quelqu'un voit en toi ce que nous, on a toujours vu, alors peut-être que le monde est enfin prêt à ouvrir les yeux. Les mots de son ami résonnèrent longtemps. Mais la décision n'en devenait pas plus facile. Camille savait ce qu'elle laisserait derrière. Son quartier, ses repères, les gens simples mais solides autour d'elle. Et surtout, elle avait peur. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de tout perdre. Peur que Théo souffre d'un changement trop brutal. D'autres doutes vinrent. Ses collègues commencèrent à chuchoter quand elles la virent distraite, plus absente. Un jour, une d'elles l'arrêta dans le vestiaire. « Alors, t'as vraiment rencontré ce mec-là, Renaud? C'est ce qu'on raconte ?» Camille sentit son estomac se nouer. « Je ne sais pas ce que vous avez entendu, » murmura-t-elle. « Que t'as fait un truc un jour, et qu'il t'a invité à Paris, qu'il veut t'embaucher. C'est vrai ?» Elle ne répondit pas. L'autre sourit, mais pas gentiment. « Fais gaffe, Camille. Ces gens-là, ils donnent, mais ils reprennent plus vite encore. » Les jours suivants, le regard des voisins changea. Certains l'interrogèrent avec curiosité, d'autres avec suspicion, et quelques-uns, plus discrets, évitaient ses yeux. Comme si elle avait commis un crime en recevant une opportunité. Comme si la simple idée de sortir du lot trahissait une règle tacite. Théo, lui, n'avait pas ces barrières. Quand Camille lui parla enfin de Paris, ses yeux s'illuminèrent. « Et il y a des parcs, et des musées, et des trains sous terre ?» Elle rit. Il ne voyait pas l'angoisse, seulement l'aventure. Il n'imaginait pas ce que quitter Marseille impliquait. L'école, ses amis, sa routine, mais il lui faisait confiance, aveuglément. Elle décida d'appeler Julien un soir après avoir mis Théo au lit. Il décrocha presque immédiatement comme s'il attendait son appel. « J'hésite, » dit-elle d'emblée. « Je m'en doutais. Et c'est normal. » Il ne la pressa pas. Il l'écouta. Elle parla longuement, de sa peur de décevoir, de l'inconfort d'être projetée sous les projecteurs, de son attachement à sa vie simple.
Ce que je vous propose, Camille, c'est un passage, pas une transformation. Je ne veux pas que vous deveniez quelqu'un d'autre. Je veux que le monde découvre qui vous êtes déjà. » Elle resta silencieuse un moment, émue. « Je vais y penser encore un peu. Prenez tout le temps qu'il faut. Mais sachez que quoi que vous décidiez, votre place dans cette histoire est à jamais la vôtre. » Elle raccrocha, bouleversée. Le lendemain, elle marcha longtemps après le travail, laissant ses pas la guider jusqu'au point de bus où tout avait commencé. Le même banc, le même abribus. Le souvenir de ce jour lui revint avec une clarté douloureuse. Elle n'avait fait qu'un geste, un simple billet. Et aujourd'hui, l'univers semblait la forcer à reconnaître que ce geste, peut-être, avait révélé quelque chose en elle qu'elle n'avait jamais osé voir. Le lendemain de cette longue marche silencieuse, Camille se leva avant l'aube, incapable de trouver le repos. Elle prépara le petit déjeuner de Théo machinalement, puis une fois qu'il fut déposé à l'école, elle rentra directement chez elle, au lieu d'enchaîner avec ses heures de ménage. Elle avait prévenu ses employeurs qu'elle prenait une journée de congé, une rareté dans sa vie si réglée. Elle avait besoin de solitude, de recul, de silence. Assise à la table de la cuisine, l'enveloppe de Julien devant elle, elle tourna lentement sa tasse de café tiède entre ses mains. Elle sortit son téléphone, hésita puis composa le numéro que Julien lui avait donné. Il répondit aussitôt, comme toujours. « Camille, j'ai besoin de parler, » dit-elle doucement. Il n'y eut qu'un murmure au bout du fil. « Je vous écoute. » Elle ne savait pas par où commencer, mais les mots vinrent, lents d'abord, puis plus fluides, comme s'ils avaient attendu toute une vie pour sortir. Elle raconta sa jeunesse, son départ du foyer parental à 17 ans, la rencontre avec un homme plus âgé qui lui avait promis le monde, puis la découverte d'une grossesse non désirée et l'abandon brutal qui avait suivi. Elle parla de ces années floues, marquées par 3 petits boulots en parallèle, les nuits sans sommeil, les jours sans chaleur, les moments où elle n'avait plus que quelques centimes pour acheter du lait. Elle évoqua l'incendie de son ancien appartement, qu'il avait laissé avec un enfant en bas âge, et 2 valises pour tout bagage. Elle se souvenait encore de l'odeur âcre de la fumée, des cris dans l'escalier, et de cette sensation quand les flammes s'étaient approchées qu'elle n'avait plus qu'une chose au monde. « Théo, je n'ai jamais eu le luxe de choisir, » murmura-t-elle. « J'ai toujours fait ce qu'il fallait, ce qu'on attendait de moi, et j'ai appris à me faire petite pour qu'on ne me remarque pas trop. Ça protège. » Julien ne dit rien pendant un long moment. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était rauque comme chargée d'émotion. « Camille, je suis né sous X. Je n'ai jamais connu mes parents. J'ai passé ma vie dans des foyers. Des gens passaient, s'arrêtaient, repartaient. Parfois, ils étaient gentils. Parfois, ils me faisaient comprendre que je ne valais rien. J'ai appris à me taire, moi aussi. À ne rien attendre. Même pas de l'amour. » Il raconta les années de débrouille. L'obsession de réussir pour fuir ce passé. Les nuits passées à coder dans des cafés ouverts tard, et le moment où sa première application avait été repérée par un fonds d'investissement. Il parla de la peur de redevenir personne, malgré le succès, de la solitude amplifiée par les projecteurs, de ce jour à Marseille où tout s'était effondré. « J'ai marché longtemps ce matin-là. J'étais sur le point de tout plaquer. Mon portefeuille perdu n'était que le dernier coup. Et puis vous étiez là, un billet de bus. Et soudain, j'ai compris que le monde n'était pas que chiffres et stratégies. Il y avait encore des âmes, des vrais. » Camille sentit ses yeux se mouiller. Elle ne s'était jamais attendue à une telle connexion, à une telle compréhension. Dans leur douleur, ils se reconnaissaient. 2 solitudes qui, par un hasard inattendu, s'étaient croisées pour changer le cours de leurs existences. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. « Parce que vous avez vu l'humain, pas l'échec. Parce que vous n'avez pas détourné les yeux. Et parce que je veux bâtir quelque chose avec des gens comme vous, qui savent ce que ça coûte de se relever. » Un silence s'installa. Mais ce n'était pas un vide. C'était une respiration. « Je vais y réfléchir encore, Julien. Je serai là, quand vous serez prête. » Ils raccrochèrent. Camille resta assise, longtemps. Le soleil montait lentement dans le ciel, éclairant sa petite cuisine d'une lumière dorée. Elle regarda les murs, les étagères, les objets simples de sa vie. Puis son regard se posa sur le dessin de Théo accroché au frigo. Une maison, un arbre et un bonhomme souriant tenant la main d'une femme brune. Son passé était gravé en elle, indélébile. Mais pour la première fois, elle comprenait que ce passé pouvait être autre chose qu'un poids. Il pouvait devenir un socle,
une force, une vérité à partager. Et peut-être enfin un point de départ. Une semaine s'était écoulée depuis son appel avec Julien. 7 jours de réflexion, de silence intérieur, de regard posé sur sa propre vie comme on observe une maison avant de la quitter. Camille avait tout pesé, les risques, les avantages, les doutes, les espoirs. Elle avait eu des nuits sans sommeil, des matins d'angoisse, mais aussi des élans de lucidité qui la projetaient dans un avenir qu'elle n'osait plus considérer comme impossible. Elle avait parlé avec Théo, longuement. Il avait posé des questions simples, celles d'un enfant curieux. Est-ce qu'on pourra toujours voir mamie Fatima? Est-ce que j'aurai des copains là-bas? Tu pourras me chercher à l'école? Camille avait répondu du mieux qu'elle pouvait, avec tendresse et honnêteté. Elle ne voulait pas lui vendre une vie parfaite. Elle voulait qu'il sache que c'était un nouveau départ, pas une échappatoire. Puis un soir, après avoir dîné, elle l'avait observé dessiner sur la table, concentrée. Elle s'était dit que ce qu'elle voulait le plus au monde, c'était lui offrir autre chose que cette répétition sans fin du même quotidien. Elle voulait qu'il grandisse avec l'idée que les possibilités existent, qu'un monde plus vaste l'attendait, même s'il venait d'un quartier que personne ne regardait. Alors elle avait appelé Julien. Une voix calme, déterminée, avait prononcé simplement « J'accepte ». Le silence au bout du fil avait été suivi d'une inspiration discrète. « Merci Camille. Bienvenue. » Une semaine plus tard, un camion discret était venu chercher leurs quelques affaires. Le reste, elle l'avait donné ou laissé. Dans le train vers Paris, Théo regardait les paysages défiler avec fascination. Il posait 1000 questions, riait, s'endormait un moment contre elle, avant de se réveiller à l'approche de la capitale. Camille, elle, restait droite, les mains posées sur ses genoux. Elle ne tremblait pas, elle avançait. À leur arrivée, un appartement les attendait dans le 18e arrondissement. Modeste mais lumineux, refait à neuf. 2 chambres, une cuisine claire, des meubles simples mais confortables. Théo sauta sur son lit en riant. Camille, elle, s'assit près de la fenêtre et observa la ville. Paris bruyante et immense. Paris indifférente et pleine de promesses. Le lundi suivant, elle fut accueillie par l'équipe du projet Élan Solidaire. Des visages jeunes, engagés, mais surtout respectueux. On ne la traitait pas comme une mascotte, mais comme une collaboratrice. On lui présenta les plans, les actions en cours, les premiers ateliers prévus dans les mois à venir. Un coach personnel lui fut assigné pour l'aider à comprendre les aspects administratifs, les méthodes de gestion d'équipe, la communication. Ce n'était pas facile. Elle se sentait souvent dépassée, fatiguée, tiraillée entre ce nouveau monde et ses habitudes anciennes. Mais chaque jour, elle apprenait. Elle posait des questions, prenait des notes, observait. Elle refusait de tricher. Si elle devait échouer, ce ne serait pas par orgueil. Elle voulait mériter sa place. Julien restait présent mais discret. Il laissait Camille prendre ses marques. Un jour, en passant dans son bureau improvisé, il s'arrêta devant une affiche toute simple. Le nom du programme, le pari de Camille, en lettres sobres sur fond blanc. « Tu sais, dit-il en souriant, j'aurais pu choisir un nom plus vendeur. Mais je voulais que ce soit ça, parce que c'est ce que j'ai fait. Et je n'ai aucun regret. » Camille baissa les yeux, touchée. « Je fais de mon mieux, Julien. Et c'est déjà énorme. » Quelques semaines plus tard, lors du premier atelier avec des femmes en situation de précarité, Camille prit la parole. Elle n'avait rien préparé. Elle parla avec son cœur. Elle raconta son histoire, sans phare, et les femmes l'écoutèrent en silence. L'une d'elles pleura doucement, une autre serra sa main après la session. C'était le début d'un projet, d'un nouveau rôle, d'une vie réinventée. Et ce soir-là, en rentrant à l'appartement, Théo courut vers elle avec un dessin à la main. Lui, sa mère et une grande tour au fond. « C'est nous à Paris », dit-il fièrement. Camille sourit. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit exactement là où elle devait être. L'histoire de Camille aurait pu rester discrète, confinée au mur du projet Élan Solidaire, racontée à voix basse dans les couloirs ou partagée entre les participantes de ses ateliers. Mais le monde avait soif de récits inspirants et bientôt, sans qu'elle ne s'y attende, la presse s'empara de son parcours. Tout commença par un article publié sur le site d'un grand quotidien national intitulé « Camille Laurent, la femme ordinaire derrière un projet extraordinaire ». On y retraçait son histoire depuis Marseille, son geste au point de bus, sa rencontre avec Julien Renaud et la naissance du programme Le Pari de Camille. L'article était bienveillant, sobre et illustré par une photo prise lors d'un atelier,
où elle souriait timidement, entourée de femmes attentives. Mais ce premier texte fit boule de neige. En quelques jours, les demandes d'interview affluèrent. Journaux, chaînes de télévision, radio, tout le monde voulait parler à la femme qui avait changé la vie d'un millionnaire avec un billet de bus. Le titre était accrocheur. Le contraste entre sa vie de femme de ménage et l'univers luxueux de Julien fascinait. Camille, d'abord réticente, accepta quelques interviews, toujours à la condition de parler du projet et non d'elle-même. Elle voulait que les femmes qu'elle aidait soient au centre du récit. Elle refusait les mises en scène, les plateaux clinquants. Julien respecta son choix, la soutenant sans jamais la pousser au devant de la scène. Cependant, la lumière attire aussi l'ombre. Avec la notoriété vinrent les critiques. Certains l'accusaient d'avoir profité d'une situation. D'autres suggéraient qu'il s'agissait d'une opération de communication orchestrée par Julien. On parla de marketing émotionnel, de stratégie d'image. Quelques voix insinuèrent même qu'une relation personnelle liait Julien et Camille, comme si une femme simple ne pouvait être propulsée dans ce monde sans que des intérêts cachés n'en soient la cause. Camille encaissa en silence. Elle n'avait jamais cherché cela, mais elle ne fuya pas. Elle resta droite, concentrée sur le projet, sur les femmes qu'elle rencontrait chaque jour. Ce sont elles qui lui donnaient la force de continuer, des femmes cassées par la vie, qui retrouvaient peu à peu la dignité à travers ses ateliers. Un soir, après une émission diffusée en direct, où elle avait été interrogée sur son passé, sa chance et son rôle actuel, Camille rentra épuisée. Elle trouva Théo endormi sur le canapé, une couverture remontée jusqu'au menton. Elle s'assit à ses côtés, regarda son visage paisible et sentit une larme couler. Ce n'était pas de la tristesse, c'était un mélange de fatigue, de gratitude et d'inquiétude. Julien l'appela peu après. « Tu as été parfaite, Camille. Je déteste ça, Julien. Les projecteurs, les soupçons. Ils veulent une héroïne ou une imposture. Rien entre les deux. Je sais, mais ce que tu fais est plus fort que les titres. Et ceux qui comptent le voient. » Il avait raison, les retours des femmes qu'elle accompagnait étaient bouleversants. Certaines lui écrivaient pour la remercier, d'autres l'arrêtaient dans la rue pour lui dire que son histoire leur avait redonné espoir. Ce n'était pas du glamour, c'était du réel, du solide. Un jour, alors qu'elle animait un atelier, une jeune femme s'approcha à la fin, les yeux brillants. « Camille, si vous avez pu changer de vie, alors peut-être que moi aussi je peux. » Camille lui serra la main, les yeux dans les siens. « Pas peut-être, tu peux ?» Et c'est là qu'elle comprit que sa force ne résidait pas dans ce qu'elle avait fait, mais dans ce qu'elle inspirait désormais. Elle n'avait pas besoin de convaincre les sceptiques. Elle devait continuer chaque jour à tendre la main comme elle l'avait toujours fait, non pas par devoir, mais par conviction. La reconnaissance publique, elle la recevait sans l'attendre. Mais ce qui la nourrissait, c'était ce lien invisible entre les histoires brisées qu'elle aidait à recoller. Et dans ce tumulte médiatique, elle avançait. Pas en star, ni en symbole, en Camille. Camille avait peu à peu apprivoisé ce nouveau rythme de vie. Les projecteurs s'étaient éloignés, pas complètement, mais suffisamment pour qu'elle respire à nouveau sans sentir chaque pas observé. La presse, toujours avide de nouveautés, s'était tournée vers d'autres récits. Et c'était mieux ainsi. Le travail reprenait sa place au centre, loin des flashs. Chaque semaine, elle animait plusieurs ateliers dans les locaux de Élan Solidaire, dans différents quartiers de Paris. Des femmes de tous horizons y venaient, certaines en silence, d'autres pleines de colère ou de honte, toutes portant le poids d'histoires que le monde avait ignorées. Camille les accueillait avec la simplicité et l'écoute qu'il avait toujours définies. Pas de grands discours. Juste une voix calme, une main tendue, un exemple vivant que la dignité ne dépend d'aucune condition sociale. Elle ne parlait pas souvent de son passé, sauf quand cela avait un sens pour celle qu'elle aidait. Elle préférait les laisser parler, se redécouvrir, trouver en elles-mêmes les ressources qu'on leur avait fait croire perdues. Elle les regardait reprendre forme, reprendre place. Et dans leurs yeux, elle retrouvait un reflet du sien, celui qu'elle avait longtemps évité. Théo, lui, s'adaptait merveilleusement. Il s'était fait des amis dans son école, s'émerveillait encore du métro et des bâtiments immenses, et ramenait chaque jour des dessins, des récits, des rires. Il n'avait jamais douté, contrairement à elle. Il voyait Paris comme un terrain d'aventure, une promesse permanente. Camille, en le voyant si heureux, sentait que son choix avait été juste. Pourtant, tout n'était pas facile.
Elle faisait face à des résistances internes dans certains milieux de l'association, des regards sceptiques, des murmures derrière les portes. Certains considéraient encore sa présence comme une anomalie, un geste symbolique plutôt qu'une compétence réelle. Mais elle ne s'en offusquait plus. Elle ne cherchait pas à convaincre, seulement à travailler, à avancer. Julien, fidèle à sa parole, ne l'étouffait jamais. Il l'encourageait, l'écoutait, mais la laissait tracer son propre chemin. Ils se voyaient souvent pour faire le point, discuter des avancées du programme. Leur lien s'était renforcé avec le temps, fait de respect, de confiance et d'une reconnaissance mutuelle qui ne nécessitait pas de mots en trop. Un jour, il lui proposa de visiter le siège de sa start-up technologique, un bâtiment moderne près de la Seine. Camille accepta, par curiosité. En entrant, elle fut surprise de voir dans le hall principal une grande fresque murale portant une phrase en lettres sobres. Un simple geste peut tout changer, le pari de Camille. Ce n'était pas son visage, ni une image d'elle, juste ses mots, son impact. Elle resta longtemps devant cette inscription silencieuse. Le soir même, elle rentra et ouvrit son journal intime, un carnet modeste à la couverture bleue. Elle y nota « Je n'ai jamais cherché à changer le monde. J'ai juste voulu faire ce qui me semblait juste. Peut-être que cela suffit. » Dans les semaines qui suivirent, le pari de Camille s'étendit à d'autres villes. Des antennes ouvrirent à Lyon, Lille, Toulouse. Camille fut invitée à participer à des tables rondes, à partager son expérience avec d'autres structures d'insertion. Elle acceptait parfois, mais seulement si cela servait à renforcer les moyens donnés aux femmes qu'elle soutenait. Elle avait compris que le but n'était pas de devenir un modèle, mais un point d'appui, un passage. Elle ne voulait pas être admirée. Elle voulait que d'autres sachent qu'elles aussi pouvaient construire, guérir, recommencer. Et quand elle rentrait le soir, dans leur appartement du 18e, elle retrouvait Théo, son rire, ses dessins sur le frigo, et se disait que tout cela avait commencé par un billet de bus. Un geste instinctif qui n'avait jamais eu l'ambition de devenir un tournant. Elle ne voulait plus fuir son passé. Elle l'intégrait. Il était là dans chacun de ses mots, dans chaque femme à qui elle tendait la main. Et désormais, elle reconstruisait, avec calme, avec but, avec cœur. Quelques mois plus tard, un courrier officiel arriva dans la boîte aux lettres de Camille. Sur l'enveloppe, le sceau de la mairie de Marseille. Elle l'ouvrit sans empressement, pensant à une formalité quelconque. Mais à l'intérieur se trouvait une lettre du maire en personne, l'informant qu'elle avait été nommée citoyenne d'honneur de la ville de Marseille. Une distinction rare, réservée aux figures ayant incarné la solidarité, la dignité et l'engagement envers les autres. Camille resta longtemps debout dans le couloir, la lettre entre les mains. Elle n'avait jamais rêvé d'honneur, encore moins d'être reconnue publiquement. Mais au fond, cette invitation à revenir là où tout avait commencé lui paraissait juste, presque nécessaire. Non pas pour la reconnaissance, mais pour boucler une boucle. Julien insista pour l'accompagner. Pas comme invité officiel, mais comme ami. Ils prirent le train un samedi matin. Théo entre eux, excité à l'idée de revoir sa ville natale. Lorsqu'ils arrivèrent, Marseille leur sembla à la fois familière et lointaine. Camille marchait dans ses rues avec une autre posture, le regard plus droit mais toujours humble. La cérémonie fut modeste, mais émouvante. Dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville, entourée de quelques élus, de citoyens et d'anciens voisins, Camille reçut sa médaille sous les applaudissements. On parla de son parcours, de son courage, de son engagement. Mais elle, dans son discours, ne parla que d'une chose, le choix. « Ça, il y a des jours qui commencent comme tous les autres », dit-elle doucement au micro. « Et puis il y a un moment, un seul, où l'on choisit. J'ai choisi d'écouter un inconnu. Ce geste m'a ramené à moi-même et m'a permis de retrouver ma voix. Mon histoire n'est pas unique. Elle est celle de tant d'autres qu'on ne voit pas, qu'on n'écoute pas. Aujourd'hui, si je suis ici, c'est pour elle. » À la fin de la cérémonie, elle se retrouva dehors, face au vent chaud de la ville. Julien se tenait à côté d'elle, silencieux. Il la regarda, puis fit un signe de tête en direction d'une rue en pente, familière. « Tu veux y retourner ?» demanda-t-il. Camille acquiesça. Ils descendirent lentement, les pas rythmés par les souvenirs. Les murs n'avaient pas changé. Le vieux supermarché au coin de la rue, la boulangerie fermée le dimanche, le chat noir sur le muret. Puis, enfin, ils arrivèrent au petit arrêt de bus, le même où elle avait tendu la main. Elle s'approcha du banc, le toucha comme on touche une page d'album photo. Elle s'assit, regarda autour d'elle. Tout était semblable. Mais en elle, tout avait changé.
Théo, lui, courait sur le trottoir, insouciant. Julien s'assit à ses côtés, regardant la route. « Tu sais, dit-il doucement, ce jour-là, j'avais l'impression que ma vie était finie. Et moi, que la mienne n'irait jamais plus loin que ce trottoir, répondit-elle. Ils restèrent là, côte à côte, un long moment. Pas besoin de mots. Le silence suffisait. Il contenait tout, la peur, la douleur, la force, la renaissance. Avant de repartir, Théo tira doucement la manche de sa mère. « Maman, c'est ici que t'as rencontré Julien ?» Camille sourit. « Oui, mon cœur, c'est ici que tout a changé. » Julien sourit à son tour. Grâce à un billet de bus, et dans cette rue modeste, bordée d'histoire et de simplicité, une nouvelle histoire venait de commencer. Pas une histoire faite de miracles ou de contes de fées, mais une histoire d'humain, de choix, de rédemption. Et de ce jour-là, ni Camille ni Julien ne doutèrent plus jamais que le plus petit geste, offert sans rien attendre, pouvait réécrire des destins.